Ebuka fixait le sol poussiéreux sous ses pieds, incapable de lever les yeux vers sa sœur. Il savait que ce moment arriverait. Il le redoutait, mais il ne pouvait plus l'éviter. Ifeoma, sa sœur cadette, était assise en face de lui, droite et déterminée, comme toujours. Son regard perçant ne laissait aucune place à l'hésitation. Elle venait de lui faire une proposition qui lui brûlait encore l'esprit. « Ebuka, tu sais que je ne peux pas rester les bras croisés, » dit-elle d'une voix calme. « Je ne peux pas te regarder souffrir comme ça. » Les poings serrés, il inspira profondément. Depuis des années, il se battait pour sa famille. Chaque matin, il quittait la maison avec l'espoir de ramener de quoi nourrir sa femme Amara et leurs 4 enfants. Adaez, l'aîné, suivi de sa sœur Obiageli, puis des jumeaux Emeka et Kelechi. Mais l'espoir ne payait pas les factures. L'espoir ne remplissait pas les assiettes vides. Ifeoma, elle, avait réussi. Son commerce de textiles et d'articles de mode l'avait propulsée dans un monde où elle n'avait pas à s'inquiéter du lendemain. Elle voyageait, achetait, vendait et prospérait. Pourtant, elle n'avait jamais oublié son frère. « Je veux prendre Adaez avec moi, Ebuka, » poursuivit-elle. « Je veux lui offrir une vie meilleure. » Ebuka ferma les yeux. Sa fille, son premier enfant, Adaez, 12 ans, était une enfant vive, intelligente. Malgré leur pauvreté, elle rêvait de devenir médecin, d'aider les autres, de changer leur destin. Mais ici, dans cette vie de misère, elle n'avait aucune chance d'y parvenir. « Ifeoma, je vais la mettre dans une bonne école, » insista sa sœur. « Je vais m'assurer qu'elle ne manque de rien. Je vais lui offrir tout ce que tu aurais voulu lui donner. Et un jour, c'est elle qui t'aidera. » Ebuka sentit son cœur se serrer. Il regarda Amara, qui écoutait en silence. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle ne disait rien. Elle savait, tout comme lui, qu'il n'avait pas le choix. Puis il regarda Adaez, qui jouait avec ses frères et sa sœur, insouciante, heureuse malgré tout. « C'est pour elle, » murmura-t-il. Ifeoma posa une main sur son bras. « Oui, c'est pour elle. » Il inspira profondément et, avec une douleur indescriptible, hocha lentement la tête. « D'accord. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Ifeoma acquiesça, un mélange de satisfaction et de tristesse dans le regard. Ebuka venait de faire le choix le plus difficile de sa vie. Et pourtant, au fond de lui, il savait que c'était le bon. La nuit était tombée depuis longtemps quand Ebuka et Amara décidèrent d'appeler leur fille aînée. Adaez entra dans la pièce, un peu hésitante. Ses parents avaient rarement ce ton grave, et elle sentit immédiatement que quelque chose d'important allait se dire. Ebuka prit une profonde inspiration avant de parler. « Ma fille, tu sais combien nous t'aimons et combien nous voulons le meilleur pour toi. » Adaez hocha la tête, les yeux attentifs. « La vie ici est difficile, » continua Amara, la voix tremblante. « Nous faisons tout notre possible pour que vous ne manquiez de rien, mais parfois, l'amour seul ne suffit pas. » Ebuka prit la main de sa fille. « Ta tante Ifeoma nous a fait une proposition. Elle veut que tu viennes vivre avec elle. Elle veut prendre soin de toi, t'offrir une meilleure éducation, une meilleure vie. » Un silence s'installa. Adaez regarda ses parents, puis baissa les yeux. « Elle a réussi dans la vie, » poursuivit Amara. « Elle peut te donner ce que nous ne pouvons pas te donner aujourd'hui. Et surtout, elle veut s'assurer que tu aies un avenir brillant, afin que toi aussi, un jour, tu puisses aider ta famille. » Adaez releva la tête. Elle comprenait. Elle savait que ses parents faisaient ce sacrifice par amour. Elle pensa à ses frères et sœurs, à cette maison où l'argent manquait toujours, au soir où son père rentrait fatigué, les mains vides. Un sourire timide apparut sur son visage. « Je comprends, maman. Je comprends, papa. Et je suis d'accord. » Un soupir de soulagement remplit la pièce. Ebuka sentit son cœur se serrer, mais il était fier de la maturité de sa fille. « Tu vas encore passer 1 mois et demi avec nous jusqu'à la fin des vacances, » dit Amara. « Et après, tu partiras chez ta tante. » Adaez hocha la tête. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Neka, la petite sœur d'Amara, entra. Elle avait 19 ans et vivait avec eux depuis plusieurs années.
Vous m'avez appelé » Amara lui fit signe de s'asseoir. « Oui, nous avons une nouvelle à t'annoncer. Ifeoma va prendre Adaez avec elle. » Neka écarquilla les yeux. « Adaez va partir ?»« Oui, » confirma Ebuka. « Pour son bien. » Neka resta silencieuse un instant. « C'est une bonne chose pour elle. Mais elle va me manquer, » murmura-t-elle. Elle sourit tristement, puis posa une main sur l'épaule d'Adaez. « Tu as de la chance, ma fille. Profite bien de cette opportunité. » Un jour plus tard, une amie de Neka vint leur rendre visite. C'était Olabisi, une jeune femme d'une vingtaine d'années, elle aussi commerçante. Comme Ifeoma, elle voyageait dans d'autres pays pour acheter des marchandises. « Neka !» lança Olabisi en entrant joyeusement. « Ah, Olabisi, entre !» Les deux amis s'installèrent et commencèrent à discuter. Très vite, la conversation tourna autour d'Adaez. « J'aime bien ta nièce, là !» dit Olabisi avec un sourire. « Elle est belle, intelligente. »« Oh, tu ne peux pas imaginer !» répondit Neka avec fierté. « Elle est même passée au collège cette année. »« Sérieux ? C'est bien ça. » Les deux jeunes femmes continuèrent à discuter, partageant leur admiration pour la fillette qui allait bientôt partir vers une nouvelle vie. Les jours passèrent. 1 mois après cette annonce, une autre nouvelle tomba, bien plus inattendue. Neka était enceinte. Quand Amara l'apprit, son sang ne fit qu'un tour. « Quoi ?» s'écria-t-elle. Ebuka, lui, resta figé. Il fixa Neka, cherchant à comprendre comment cela avait pu arriver sous leur toit, dans leur situation déjà précaire. « Qui est le père ?» demanda-t-il d'une voix dure. Neka baissa les yeux. « Qui est l'homme ?» reprit Amara. « Tu nous vois ici, lutter chaque jour, et toi, tu nous ajoutes un autre problème » lança Ebuka. La pression était immense. Finalement, Neka avoua. « Je le connais !» Un silence pesant s'installa. « Tu vas nous montrer où il vit » dit Amara. « On va lui parler. » Le lendemain, Ebuka, Amara, Neka et Olabisi prirent la route vers la maison de l'homme en question. Lorsqu'ils arrivèrent, l'homme, surpris, les fit entrer. Ebuka alla droit au but. « C'est toi qui as mis ma belle-sœur enceinte ?» L'homme baissa la tête et hocha lentement la tête. « Oui, c'est moi. » « Alors tu vas prendre tes responsabilités. » Un silence tendu s'ensuivit. Puis l'homme hocha la tête. « Je l'assumerai. » Avec cet accord conclu, quelques jours plus tard, il vint officiellement chez Ebuka et Amara, accompagné de quelques proches. Il apporta des bouteilles de vin et quelques présents, un premier pas vers une reconnaissance officielle. Ainsi, Neka quitta la maison pour aller vivre avec l'homme qui allait devenir le père de son enfant. Peu après, le jour arriva où Ifeoma vint chercher Adaez. Lorsque le moment fatidique arriva, la famille rassemblée retint son émotion. Amara serra sa fille contre elle, les larmes aux yeux. « Sois sage, ma fille. » Ebuka posa une main sur son épaule. « On est fiers de toi. » Adaez, les larmes aux yeux mais le cœur rempli d'espoir, embrassa chacun de ses frères et sœurs, puis suivit Ifeoma. Et ainsi, la maison se vida un peu. Moins de bouches à nourrir, moins de charges, une lueur d'espoir. 7 mois après avoir quitté la maison familiale, Neka donna naissance à une petite fille. L'annonce de la naissance apporta une vague de joie dans les foyers des Ebuka et d'Amara. Malgré les inquiétudes du départ, Neka s'adaptait à sa nouvelle vie et semblait heureuse avec son mari. « Elle est magnifique !» murmura Amara en berçant le bébé dans ses bras lors de sa première visite. Ebuka, debout à côté d'elle, observa le nourrisson avec un sourire fier. « C'est une bénédiction pour cette maison », ajouta-t-il. De son côté, Neka, fatiguée mais comblée, se sentait enfin acceptée dans son rôle de mère. Olabisi, son amie commerçante, passait souvent lui rendre visite et l'aidait dans ses nouvelles responsabilités. La vie suivait son cours et tout le monde trouvait peu à peu son équilibre. Pendant ce temps, Adaez s'adaptait à sa nouvelle vie chez Ifeoma. Dès son arrivée, sa tante l'installa dans une chambre spacieuse, bien aménagée avec un lit confortable, un bureau
et même un ordinateur flambant neuf. « À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras de rien », lui assura Ifeoma avec un sourire. « Tu dois te concentrer sur tes études. » Adaèse, émerveillée par tout ce confort qu'elle n'avait jamais connu, remercia chaleureusement sa tante. Elle se mit rapidement au travail, étudiant avec sérieux et profitant des nouvelles opportunités qui s'offraient à elle. Lorsque Ifeoma partait en voyage pour son commerce, Adaèse s'occupait de la maison. Elle s'assurait que tout était propre et en ordre et préparait parfois de bons plats pour accueillir sa tante à son retour. La complicité entre elles grandissait jour après jour. Les années passèrent et la vie continua d'évoluer pour chacun. Ifeoma prospérait dans ses affaires, Nneka élevait sa fille avec amour et Olabisi, toujours présente, partageait des moments de joie avec son amie. Chez Ebuka et Amara, l'absence d'Adaèse et de Nneka avait allégé les charges du foyer. Ils pouvaient mieux s'occuper de leurs autres enfants et ils ne cessaient de remercier Ifeoma pour le sacrifice qu'elle avait fait pour leur famille. Adaèse, quant à elle, brillait dans ses études. Quelques années plus tard, elle passa au lycée avec d'excellents résultats. La nouvelle fit le tour de la famille et chacun célébra sa réussite. « Elle ira loin », déclara fièrement Ebuka en levant son verre lors d'un repas en famille. Quand Adaèse réussit brillamment son bac, les réjouissances furent encore plus grandes. Toute la famille se réunit pour fêter cet exploit. Ifeoma, émue, prit la parole. « Maintenant que tu as obtenu ton bac, il est temps de penser plus grand. Je vais m'arranger pour que tu poursuives tes études en Europe. » Les yeux d'Adaèse s'illuminèrent. « Vraiment, Tata ? Oui, tu en es capable et tu mérites cette chance. » La nouvelle remplit tout le monde de joie. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve lointain devenait une réalité tangible. Pendant les vacances qui suivirent son admission à l'université, alors que la famille se réjouissait encore, un événement inattendu se produisit. Un matin, Adaèse se réveilla avec une forte fièvre. Pensant à une simple fatigue, elle ne s'en inquiéta pas immédiatement. Mais les jours passèrent et son état ne s'améliorait pas. Elle perdit l'appétit, se sentait constamment faible et fatiguée. Ifeoma, inquiète, prit une décision rapide. « On va à l'hôpital. Je veux que tu sois examinée correctement. » Elle l'amena dans le meilleur établissement de la ville, où les médecins prirent la situation au sérieux. Après plusieurs examens, ils décidèrent de l'hospitaliser pour un suivi plus approfondi. Quand Ebuka et Amara apprirent la nouvelle, ils prirent immédiatement la route pour se rendre à l'hôpital. En entrant dans la chambre d'Adaèse, ils la trouvèrent allongée sur le lit, un sourire fatigué sur le visage. « Papa, maman… » Amara, émue, s'approcha et prit sa main. « Ma fille, comment te sens-tu ? » ?»« Ça va… un peu. » Ebuka regarda Ifeoma, inquiet. « Que disent les médecins ? » ?»« Ils font encore des analyses ?» répondit-elle, tentant de masquer son angoisse. « Mais ne vous inquiétez pas, elle recevra les meilleurs soins possibles. » Toute la famille se serra autour d'Adaèse, priant pour son rétablissement. Ifeoma s'assura qu'aucune dépense ne soit épargnée pour garantir qu'elle reçoive le meilleur traitement. Ainsi, alors que l'avenir d'Adaèse semblait enfin s'éclaircir, une ombre venait de s'abattre sur elle. Ce qui devait être une période de célébration se transformait en une attente anxieuse, suspendue aux résultats des médecins. Les jours passaient et l'état d'Adaèse ne faisait qu'empirer. Son corps s'affaiblissait, son visage se creusait, et malgré tous les soins, malgré l'argent qu'Ifeoma dépensait pour lui offrir les meilleurs traitements, rien ne semblait pouvoir arrêter la descente. Ebuka et Amara, impuissants, multipliaient les prières, demandant à Dieu un miracle. Nneka, la tante d'Adaèse, venait la voir aussi souvent que possible, pleurant en silence en voyant l'état de sa nièce. Ifeoma, quant à elle, ne dormait presque plus. Elle restait des nuits entières à veiller sur la jeune fille, espérant un signe, un léger mieux, quelque chose qui lui donnerait l'espoir que tout cela n'était qu'une mauvaise phase. Mais le destin avait déjà pris sa décision. Un matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les rideaux de la chambre d'hôpital, Adaèse rendit son dernier souffle. Son corps fatigué cessa de lutter.
Le choc fut brutal. Ifeoma s'effondra en larmes, incapable d'accepter la réalité. Ebuka et Amara, en apprenant la nouvelle, furent frappés d'une douleur insoutenable. Leur fille, leur espoir, celle qu'ils avaient vue grandir avec tant d'intelligence et de promesses, n'était plus. « Pourquoi ? Pourquoi Dieu nous fait-il ça ?» sanglota Amara en s'effondrant dans les bras de son mari. Ebuka, incapable de parler, serra les dents et détourna le regard, les yeux rouges de larmes contenues. Ils ne pouvaient pas croire que tout ce qu'ils avaient espéré pour Adaez se terminait ainsi. Elle avait eu la chance d'être prise en charge par Ifeoma. Elle avait réussi brillamment à l'école. Elle s'apprêtait à partir pour l'Europe. Et maintenant, elle reposait sans vie. Le deuil s'installa dans la maison d'Ifeoma. La douleur était immense. Elle avait vécu avec Adaez. Elle s'était attachée à elle comme à sa propre fille. Maintenant, la maison lui paraissait vide, froide, insupportable. La veillée funèbre fut organisée chez Ifeoma. Malgré leurs moyens limités, Ebuka et Amara assistèrent impuissants à tout ce que leur sœur faisait pour leur fille. Ifeoma prit en charge toutes les dépenses. Elle organisa les obsèques, finança le cercueil, la cérémonie, les déplacements de la famille. Elle voulait que sa nièce ait un dernier hommage digne d'elle. Le jour de l'enterrement arriva. L'atmosphère était lourde, pesante, comme si même le ciel pleurait la perte d'Adaez. Ses parents, anéantis, regardaient le cercueil être descendu dans la terre. Ifeoma, dévastée, ne pouvait retenir ses larmes. « Adaez » murmura-t-elle. « Ce n'était pas censé finir comme ça. » Mais la vie devait continuer. Quelques mois plus tard, Ifeoma ressentait un vide immense. Le souvenir d'Adaez la hantait jour et nuit. Elle repensait à tout ce qu'elle avait fait pour elle, à l'avenir qu'elle lui avait promis. Elle n'arrivait pas à accepter l'échec. Elle n'arrivait pas à se dire que tout s'arrêtait là. Un jour, elle décida d'aller voir son frère. Lorsqu'elle arriva chez Ebuka et Amara, elle les trouva assis sous le manguier du petit jardin, silencieux. L'atmosphère était pesante. « Mon frère » dit-elle doucement. Ebuka releva la tête, fatiguée. Ifeoma, elle prit une grande inspiration, cherchant ses mots. « Quand je te vois, j'ai pitié. J'ai voulu faire quelque chose pour toi, pour ta famille. J'ai essayé, mais Dieu en a décidé autrement. » Ebuka détourna le regard. Il savait où elle voulait en venir. « Mais Ebuka, je ne peux pas abandonner, » poursuivit-elle. « Adaez était une étoile. Elle devait briller. Elle devait réussir et vous aider. Le diable nous l'a enlevée. Mais je ne veux pas que tout s'arrête là. » Ebuka et Amara échangèrent un regard. « Je veux que tu me donnes encore un enfant, Ebuka » déclara Ifeoma avec détermination. Le silence tomba. « Cette fois-ci, j'espère que Dieu permettra qu'elle réussisse. Cette fois, j'espère qu'elle vivra pour vous venir en aide. » Ebuka et Amara ne s'attendaient pas à cette demande. Ils savaient qu'Ifeoma faisait tout cela par amour, par culpabilité aussi, peut-être. Mais son cœur était sincère. Amara prit la main de son mari. « C'est une chance pour elle, Ebuka » murmura-t-elle. Ebuka regarda Ifeoma, les larmes aux yeux. « Ifeoma, tu as déjà tant fait. Je ne peux pas m'arrêter là. » Après un long moment de silence, Ebuka hocha lentement la tête. « D'accord. » Ainsi, la cadette d'Adaez, Obiageli, fut confiée à Ifeoma. La jeune fille était encore au collège, mais Ifeoma voulait lui offrir ce que sa sœur n'avait pas eu la chance d'achever. Elle mit tout en œuvre pour elle. Elle l'inscrivit dans les meilleures écoles, lui offrit les meilleures conditions. Des enseignants particuliers venaient à domicile pour l'aider à exceller. Elle veillait sur elle comme sur un trésor, priant que cette fois-ci, la vie ne lui joue pas encore un mauvais tour. Obiageli, consciente du sacrifice de sa tante, travailla dur. Elle voulait honorer la mémoire de sa sœur, honorer la promesse faite à sa famille. Ifeoma espérait. Cette fois-ci, tout devait bien se passer. Les années passaient, et Obiageli vivait une vie paisible et prospère sous la protection de sa tante Ifeoma. Elle était bien encadrée, bénéficiait d'une excellente éducation
et évoluait dans un environnement qui favorisait sa réussite. Ifeoma faisait tout son possible pour lui offrir les meilleures conditions. Mais du côté d'Ebuka et Amara, la réalité était bien différente. Même si la charge avait été allégée depuis qu'Obiageli vivait chez sa tante, les difficultés financières ne les avaient jamais quittées. Ebuka se débattait chaque jour pour nourrir sa famille. Parfois, il passait la journée le ventre vide. Et quand il réussissait à obtenir quelques pièces, il n'achetait qu'un peu de riz, du sel et un peu d'huile pour tenir le coup. Mais ce n'était pas tout. Une menace encore plus grande pesait sur eux. Un soir, alors qu'ils tentaient d'oublier la faim qui les tenaillait, on frappa brusquement à la porte. Ebuka ouvrit. C'était le propriétaire de la maison, son visage fermé par la colère. « Ebuka, j'ai été patient, très patient. Mais là, ça suffit. » Le cœur d'Ebuka se serra. Il savait que ce jour finirait par arriver. « Tu me dois trop d'argent. Tu es ici depuis des mois sans payer. Et moi aussi, j'ai des charges. Je ne peux plus tolérer ça. » Ebuka tenta de le supplier. Amara le rejoignit, les larmes aux yeux. Même les enfants, effrayés, se mirent à pleurer. « Je vous en prie, laissez-nous quelques jours de plus. Nous allons essayer de trouver une solution. » Mais le propriétaire secoua la tête. « Non, vous devez quitter cette maison, ce soir même. »« Mais où irons-nous ? Il fait nuit, » murmura Amara, effondrée. « Ce n'est pas mon problème. Vous devez partir maintenant. » Il entra et balaya du regard les maigres affaires de la famille. « Vous pouvez prendre vos vêtements et quelques effets personnels, mais le reste ici. Les meubles, la table, les chaises, je les garde. Vous pourrez emporter un seul matelas. » Ebuka se sentit anéanti. Il savait que discuter ne servirait à rien. La dette était trop grande. Ce soir-là, sous les pleurs des jumeaux et l'angoisse d'Amara, ils rassemblèrent leurs affaires dans quelques valises. Ils prirent le matelas accordé et quittèrent la maison qui avait été la leur. Leurs pas résonnaient dans la nuit silencieuse. Ils marchaient sans destination précise, la gorge nouée, sans savoir où dormir. Après plusieurs minutes d'errance, ils arrivèrent près d'un marché. « On va dormir ici pour cette nuit », murmura Ebuka. Sous un hangar déserté, il posa le matelas à même le sol. Amara installa les enfants, essayant de les réconforter malgré la tristesse qui pesait sur eux. Cette nuit-là, ils dormirent à la belle étoile, entourés par le silence pesant de la ville endormie. Le lendemain matin, après une nuit inconfortable et pleine d'inquiétude, ils replièrent leur matelas et reprirent leur marche, espérant trouver un refuge. C'est alors qu'ils entrèrent dans un quartier où Ebuka aperçut un visage familier. « Ebuka » s'écria l'homme en le voyant arriver. C'était Chijioke, un ancien ami d'Ebuka. Il était soudeur et possédait un petit atelier dans la ville. En voyant son ami dans un état aussi misérable, portant un matelas sur la tête et traînant des valises, il comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Mon frère, que t'arrive-t-il » Ebuka baissa la tête, honteux. « Nous avons été chassés de chez nous. Je n'ai nulle part où aller avec ma famille. » Chijioke le regarda, bouleversé. « Non, 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 je ne peux pas te laisser comme ça. » Il réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Écoute, j'ai un dépôt chez moi, un petit espace où je garde mes outils et mes matériaux de soudure. Je vais déplacer mes affaires et vous pourrez l'occuper temporairement. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins vous aurez un toit. » Ebuka sentit ses jambes trembler sous l'émotion. « Chijioke, je ne sais pas comment te remercier. Ne dis rien, mon frère. Viens, suis-moi. » Ils arrivèrent chez Chijioke, qui les conduisit vers une petite pièce attenante à sa maison. Il y stockait des tiges de fer, des outils et des plaques métalliques. Sans hésiter, il commença à tout déplacer, libérant l'espace pour Ebuka et sa famille. « Vous pouvez vivre ici aussi longtemps que vous le voudrez, » dit-il en essuyant la sueur sur son front. « Cette parcelle m'appartient, personne ne viendra vous chasser. Prenez le temps de vous relever. » Amara ne put retenir ses larmes. « Merci, merci infiniment. » Ils installèrent le matelas à même le sol, posèrent leurs valises dans un coin et s'assirent, réalisant enfin qu'ils avaient trouvé un toit, même précaire.
Ebuka prit une profonde inspiration. « Chijioke, un jour, je te revaudrai ça. » Son ami sourit et posa une main sur son épaule. « Ne pense pas à ça maintenant, pense juste à survivre. » Ainsi, malgré l'adversité, Ebuka et sa famille avaient trouvé refuge. Ce n'était pas le confort qu'ils avaient espéré, mais c'était un abri. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Dans une ville animée, loin du pays d'Ebuka et de sa famille, Olabisi était en plein voyage commercial. Cette ville, que l'on appelait Zamboka, était devenue un centre névralgique du commerce en Afrique de l'Ouest. Tous les commerçants de la région s'y rendaient pour acheter des marchandises en gros avant de retourner les revendre chez eux. Depuis des années, Olabisi faisait régulièrement le trajet. Chaque fois qu'elle venait à Zamboka, elle logeait dans un hôtel modeste, le temps d'achever ses achats. Elle connaissait bien le grand marché de la ville, ses ruelles bondées, ses vendeurs bruyants et surtout, une boutique en particulier où elle s'approvisionnait souvent. Cette boutique appartenait à une femme influente qui employait 2 jeunes vendeuses. Mais ce qui intriguait Olabisi depuis longtemps, c'était l'une de ces vendeuses. Une jeune fille qui ressemblait étrangement à Adaez, la nièce de son amie Neka. Chaque fois qu'elle venait faire des achats dans cette boutique, elle ne pouvait s'empêcher de l'observer discrètement. Cette ressemblance était troublante. Elle se disait souvent au fond d'elle « Comment est-ce possible qu'une fille lui ressemble autant ?» Mais elle n'avait jamais osé poser la question. Un jour, alors que son séjour touchait à sa fin, elle retourna à la boutique pour acheter ses dernières marchandises. Cette fois-ci, la propriétaire n'était pas là. Il n'y avait que les 2 vendeuses. « Bonjour, madame !» dit la jeune fille en l'accueillant avec un sourire. Olabisi hésita un instant avant de répondre. Cette voix, ce sourire, tout lui rappelait Adaez. Elle commanda quelques articles et pendant que la jeune fille préparait la commande, Olabisi sentit une curiosité irrésistible monter en elle. « Ma fille, j'ai quelque chose à te demander. »« Oui, madame ?» répondit la jeune fille en continuant de plier les étoffes. « Depuis la première fois que je t'ai vue, je me dis que tu ressembles à une personne que j'ai connue. Une fille de mon pays, la nièce de mon ami. Vous êtes comme 2 gouttes d'eau. » La jeune fille s'arrêta un instant, puis sourit timidement. « Ah bon ? C'est vrai que le monde est petit ?» Olabisi hésita encore, puis presque machinalement, elle murmura dans sa langue natale. « C'est vrai que Dieu nous a créés 2 à 2 dans ce monde. » Elle n'attendait pas vraiment de réaction. C'était juste une pensée qu'elle exprimait tout bas. Mais à sa grande surprise, la jeune vendeuse éclata de rire. « Ah, donc vous venez de Mbakassa !» Olabisi sursauta. Mbakassa était la ville d'origine d'Ebuka et de sa famille. « Oui ? Comment le sais-tu » demanda-t-elle, le cœur battant. La jeune fille sourit encore et répondit d'une voix enjouée. « Parce que moi aussi, je viens de Mbakassa !» Olabisi sentit ses jambes trembler légèrement. « Quoi ? Tu es de Mbakassa ?»« Oui, madame. » Un silence pesant s'installa. Olabisi n'arrivait pas à y croire. Cette fille, qui ressemblait tant à Adaez, venait de la même ville. C'était trop de coïncidences. Mais comment se fait-il que tu sois ici et que tu parles si bien la langue locale ? demanda-t-elle. La jeune fille poussa un profond soupir et baissa la tête. « Ah, madame, c'est une longue histoire. Raconte-moi, je veux comprendre. » Elle hésita un instant, puis se lança. « Moi, avant, je vivais avec ma tante. » Olabisi sentit un frisson lui parcourir le dos. « Quelle tante ? Ma tante Ifeoma ?» Olabisi resta figée. « Ifeoma ?» murmura-t-elle. « Oui, tata Ifeoma. C'est elle qui m'a élevée après que mes parents m'ont confiée à elle. » Olabisi sentit son cœur s'emballer. « Continue. Raconte-moi tout. » La jeune fille prit une grande inspiration et poursuivit. « Un jour, je suis tombée malade. Je suis restée longtemps à l'hôpital, mais j'ai fini par guérir. Ensuite, on a commencé à préparer mon voyage, parce que ma tante voulait que j'aille étudier à l'université. » Olabisi l'écoutait en silence, le souffle coupé. Quand tout était prêt, ma tante m'a emmenée ici, à Zamboka. Nous sommes venus ensemble en avion. Moi, je croyais que j'étais venue ici pour les études, mais
Après être arrivée, elle m'a laissée dans une maison où il y avait plusieurs autres jeunes filles et garçons. Elle s'arrêta un instant, comme si elle hésitait à dire la suite. « Et ensuite ?» l'encouragea doucement Olabisi. « Après ça, elle est partie. Et nous sommes restés là. On nous a fait des choses. Moi, je ne comprenais pas comment, mais un jour, j'ai commencé à parler la langue de ce pays comme si j'étais née ici. » Olabisi sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et après ? Notre patronne, celle qui tient cette boutique, est venue nous acheter là-bas. Moi et ma copine, nous avons été amenés ici pour travailler. » Olabisi avait du mal à respirer. « Et maintenant ?» La jeune fille baissa encore plus la tête. « Nous souffrons ici, madame. Chaque matin, on doit se lever très tôt pour aller chercher de l'eau loin d'ici. On traverse des montagnes, on fait des travaux toute la journée. Même quand on mange, on sait qu'il y a encore du travail qui nous attend. » Elle releva les yeux, les larmes au bord des paupières. « Pour te dire la vérité, je me rappelle très bien de toi quand tu venais voir Tata Neka à la maison de mes parents. Tata, comme tu connais ma famille, je t'en prie, quand tu rentres au pays, dis à maman de m'envoyer un billet. Je veux rentrer. Je ne peux plus vivre comme ça. » Olabisi était bouleversée. Elle était debout là, écoutant cette fille parler, cette fille que tout le monde croyait morte. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta d'écouter. « Je croyais que j'allais venir ici pour étudier, mais regarde où je suis aujourd'hui. » Olabisi prit une profonde inspiration. Cette fille n'était pas n'importe qui. Cette fille, c'était Adaez. Elle était bien vivante, mais elle ignorait que dans son pays d'origine, elle était censée être morte. Après plusieurs minutes de conversation avec Adaez, Olabisi comprit enfin toute l'ampleur de la situation. Ce n'était plus un simple doute ou une coïncidence troublante. La fille que tout le monde croyait morte était bien vivante, mais prisonnière d'une vie qu'elle n'avait jamais choisie. En réalisant cela, Olabisi sentit une peur sourde l'envahir. Elle comprenait maintenant pourquoi la patronne de la boutique était si stricte avec ses employés, pourquoi elle les surveillait de près et ne les laissait jamais trop s'éloigner. Elle savait qu'elle ne devait pas s'attarder davantage. Plus elle restait, plus elle risquait d'attirer l'attention et de mettre Adaez en danger. Elle inspira profondément et fixa la jeune fille dans les yeux. « Ma fille, j'ai compris ton histoire. Mais écoute-moi bien, il faut que tu m'aides à prouver à ta famille que tu es toujours en vie. » Adaez hocha rapidement la tête. « Je veux rentrer, Tata. Dites-leur de m'envoyer un billet. Je ne peux plus vivre comme ça. » « C'est ce que je vais faire. Mais comprends-moi, si je rentre au pays et que je leur dis que tu es vivante, ils risquent de ne pas me croire. Cela fait trop d'années. Et sans preuve, ils penseront que j'invente cette histoire pour leur soutirer de l'argent. » Adaez réfléchit un instant. « Alors, que devons-nous faire ? Tu vas écrire une lettre. Tu leur expliqueras tout avec tes propres mots. Ensuite, tu prendras une photo de toi. Comme ça, ils verront que c'est bien toi et qu'il ne s'agit pas d'une illusion. » Adaez acquiesça vivement. « D'accord, Tata. Mais toi, tu repars quand ? » « Normalement, aujourd'hui, c'était mon dernier jour de course. Mais il me restait encore des achats à faire dans un autre marché. Seulement, vu la situation, je vais tout acheter ici, dans votre boutique. »« D'accord, Tata. Je vais écrire la lettre et trouver un moyen de prendre une photo. »« Parfait. Vendredi, je reviendrai acheter mes dernières des marchandises et c'est toi qui emballeras mes affaires. » Elles échangèrent un regard rempli de promesses et d'émotions. « D'accord, Tata. À vendredi. » Olabisi lui fit un léger signe de tête avant de tourner les talons et de quitter la boutique, le cœur lourd. Cette nuit-là, de retour à son hôtel, elle ne trouva pas le sommeil. L'histoire d'Adaez la hantait. Ce sont des choses qu'on entend dans les rumeurs, des histoires de personnes déclarées mortes et retrouvées vivantes ailleurs. Mais jamais je n'aurais cru être témoin d'une telle vérité. Le vendredi matin, elle se prépara et retourna à la boutique, prête à récupérer la lettre et la photo. Mais en arrivant, la boutique était fermée. Un froid glacial parcourut son corps. Elle resta plantée là quelques minutes, espérant voir quelqu'un arriver. Mais rien. Elle patienta un moment, puis se rendit à un autre marché pour terminer ses achats.
Mais cette déception la poursuivit toute la journée. Pourquoi la boutique est-elle fermée aujourd'hui, justement le jour où je devais récupérer la lettre et la photo? Elle aurait voulu repousser son départ, mais son billet était déjà acheté. Elle ne pouvait pas annuler son voyage. À contre-cœur, elle prit son vol et rentra dans son pays. Une fois de retour, elle était toujours tourmentée par cette histoire, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien dire sans preuve. Si elle racontait cela à la famille d'Adaez sans la lettre ni la photo, ils ne la croiraient jamais. Elle choisit donc de garder le secret. Les mois passèrent. Olabisi continua ses affaires, vendant ses marchandises et récupérant les dettes des clients. Elle patienta, silencieuse, jusqu'à totaliser assez d'argent pour un autre voyage. 6 mois plus tard, elle prépara un nouveau voyage pour Zamboka. Dès son arrivée, elle retourna à son hôtel habituel, puis se rendit directement au marché. Cette fois-ci, la boutique était ouverte. Elle respira profondément avant d'y entrer. La propriétaire était là, debout derrière son comptoir, surveillant attentivement ses employés. Olabisi les salua poliment et passa sa commande. Adaez, qui était occupée à ranger des étoffes, se précipita immédiatement pour la servir. « Tata, bonjour !» lança-t-elle, l'air à la fois soulagé et excité. Olabisi lui adressa un sourire rassurant. « Bonjour, ma fille. Tu vas bien ?»« Oui, ça va. Qu'est-ce que tu veux acheter aujourd'hui ?» Olabisi lui donna la liste des marchandises et Adaez se mit rapidement au travail. Pendant qu'elle rassemblait les articles, elle fit un détour discret vers une pièce au fond de la boutique, là où les vendeuses gardaient leurs affaires personnelles. Elle revint quelques instants plus tard, sa photo et la lettre soigneusement cachées entre les tissus. Lorsqu'elle termina d'emballer les marchandises, Olabisi demanda à la patronne « J'ai acheté beaucoup de choses aujourd'hui. Serait-il possible que tes employés m'aident à porter mes affaires jusqu'au taxi ?» La propriétaire hésita. « Elles ne doivent pas trop traîner dehors, mais bon, comme c'est vous, allez-y, mais revenez vite. »« Merci, madame, » répondit Olabisi avec un sourire maîtrisé. Adaez et une autre vendeuse prirent les sacs et suivirent Olabisi hors du marché. Une fois hors de portée des oreilles indiscrètes, Olabisi se tourna vers Adaez. « Ma fille, le jour où j'étais venue la dernière fois, la boutique était fermée. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Adaez soupira. « Ce jour-là, nous avions beaucoup de travaux à la maison. Notre patronne dépend énormément de nous, alors elle a décidé de fermer la boutique pour qu'on l'aide. Moi aussi, le lendemain, j'étais venue avec la lettre et la photo, pensant que tu allais peut-être repasser. Mais tu n'es pas venue. Je ne pouvais pas... J'avais déjà mon vol réservé pour le samedi matin. Mais maintenant, c'est bon. Tu as mis la lettre et la photo dans mes affaires ? Oui, tata. Elles sont bien cachées entre les tissus. Olabisi hocha la tête, satisfaite. D'accord. Quand je rentrerai au pays, je montrerai tout cela à ta famille. Ensuite, ils enverront le billet et au prochain voyage, nous repartirons ensemble. Adaez sourit, soulagée. Merci, tata. Salut maman et ma tante Neka pour moi. Je le ferai, ma fille. Elles se dirent au revoir et Olabisi monta dans son taxi, le cœur battant. Cette fois-ci, elle tenait la preuve entre ses mains. De retour à l'hôtel, elle déballa ses affaires et retrouva la photo et la lettre d'Adaez. Elle les fixa longuement, réalisant que le moment tant attendu était arrivé. Le lendemain, elle prit son vol et rentra chez elle. Dans ses bagages, elle transportait bien plus que des marchandises. Elle ramenait la preuve que le destin d'Adaez n'avait pas été scellé comme tout le monde le croyait. Dès qu'Olabisi posa le pied dans son pays, son esprit était occupé par une seule chose : retrouver la famille d'Adaez et leur montrer la preuve qu'elle était encore en vie. Le lendemain matin, elle décida de se rendre à la maison où vivaient autrefois Ebuka et Amara. Mais lorsqu'elle arriva dans la parcelle, elle trouva la maison fermée. Elle frappa plusieurs fois, mais personne ne répondit. « Mais où sont-ils passés ?» murmura-t-elle, perplexe. Un voisin, intrigué par sa présence, s'approcha. « Bonjour, madame. Vous cherchez quelqu'un ?»« Oui, je cherche Ebuka et sa famille. » Le voisin secoua la tête. « Oh, ils ne vivent plus ici. Ils ont été chassés par le propriétaire il y a quelques mois. Il devait trop d'argent de loyer et il n'a plus voulu les garder.
Un frisson parcourut Olabisi. « Vous savez où ils sont partis ?»« Pas exactement. Mais je sais qu'Ebuka traînait souvent avec un certain Chijioke, un soudeur du quartier Lugbasa. Peut-être qu'il pourra vous renseigner. »« Chijioke ? Vous savez où je peux le trouver ?»« Oui, il a son atelier à Lugbasa. Demandez aux gens du quartier, ils sauront vous indiquer où il se trouve. » Olabisi hocha la tête et remercia le voisin avant de prendre aussitôt la direction de Lugbasa. Arrivée à Lugbasa, elle demanda aux habitants et trouva sans difficulté l'atelier de soudure de Chijioke. Elle s'approcha et l'aperçut en plein travail, une tige de fer à la main. « Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. » Chijioke s'arrêta un instant, essuya son front et la regarda avec curiosité. « Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous ? » « Je cherche des proches à moi. Ils s'appellent Ebuka et Amara. J'étais très proche d'eux à l'époque. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. » Chijioke hocha la tête en souriant légèrement. « Ah, Ebuka ? Oui, ils sont chez moi. Après leur expulsion, ils n'avaient nulle part où aller. Alors, je leur ai donné une pièce dans ma parcelle. Ils vivent là-bas avec leurs enfants. » Olabisi sentit un soulagement en elle. « Oh, Dieu merci! Pouvez-vous m'indiquer leur maison ? » ?»« Bien sûr. Suivez cette ruelle, prenez à gauche, puis la 3e maison sur la droite. Vous les trouverez là-bas. Merci beaucoup, Chijioke. Que Dieu vous bénisse. »« Pas de souci. J'espère qu'ils vont bien. » Olabisi suivit les indications et arriva devant la maison. Elle frappa à la porte. Quelques instants plus tard, Amara ouvrit et fixa Olabisi avec un air surpris. « Bonjour, madame. » Olabisi sourit légèrement. « Tu ne me reconnais pas ?» Amara fronça légèrement les sourcils, essayant de mettre un nom sur ce visage familier. « Je suis l'amie de Neka. » À l'entente du nom de sa sœur, Amara écarquilla les yeux. « Oh oui, oui, je me souviens maintenant. Tu venais souvent voir ma sœur à la maison. » Ebuka sortit à son tour, étonné de voir une visite inattendue. « Qui est-ce » demanda-t-il. « C'est une amie de Neka. » Olabisi les salua chaleureusement, mais en voyant leurs visages fatigués, leurs vêtements usés et la pauvreté évidente dans laquelle ils vivaient, elle sentit un pincement au cœur. Si je leur dis tout ici, dans ces conditions, cela risque de leur faire un choc trop violent. Elle choisit de ne pas révéler immédiatement la vérité. « Je voulais vous voir, mais en réalité, je cherchais surtout Neka. »« Neka ?» répondit Amara. Elle et son mari ont déménagé. Mais elle vend toujours au marché. Si tu veux la voir, rends-toi là-bas. Elle y est presque tous les jours. »« D'accord. Quel marché ?»« Le grand marché. Si tu demandes Neka, celle qui vend les légumes, on te la montrera. »« Merci beaucoup. » Elle les salua et prit immédiatement la direction du grand marché. Lorsqu'elle arriva au marché, elle repéra rapidement Neka, en plein travail, occupée à arranger ses légumes. Olabisi s'approcha discrètement. « Mon ami !» Neka se retourna brusquement et, en voyant Olabisi, son visage s'illumina. « Olabisi ! Ah, mon ami ! Ça fait des années !» Elle s'enlacèrent longuement. « Comment vas-tu ?» demanda Neka, excitée. « Je vais bien. Et toi ? On fait avec ! Mais qu'est-ce qui t'amène ?» Olabisi hésita un instant, puis soupira. « Neka, j'ai un problème. Un gros problème. Un problème qui m'a empêché de dormir pendant des mois. » Le sourire de Neka s'effaça légèrement. « Tu me fais peur. Que se passe-t-il » Olabisi la fixa intensément. « C'est une histoire qui me dépasse. Une histoire que je ne pouvais pas raconter à ta sœur Amara, parce que, vu leur situation, je me suis dit qu'elle ne supporterait pas le choc. Alors, j'ai préféré venir d'abord t'en parler. Mais de quoi s'agit-il ? Tu commences à m'inquiéter. Tu te rappelles de ta nièce Adaez ? » Le visage de Neka se referma. « Bien sûr que je me rappelle. Neka, elle est vivante. » Un silence pesant tomba entre elles. « Quoi ? Je l'ai vue. »« Non, non, c'est impossible. Écoute-moi. » Olabisi lui raconta tout, comment elle avait découvert Adaez dans une boutique à Zamboka, comment elle avait confirmé son identité et ce qu'elle vivait réellement. Neka était en état de choc. « C'est impossible !
Non, ce que tu racontes ressemble à un rêve. Je savais que tu aurais du mal à y croire, mais j'ai une preuve. » Elle sortit une enveloppe de son sac contenant la lettre et la photo. Dès que Neka vit la photo, elle sentit ses jambes trembler. Elle porta ses mains sur sa tête, sous le choc. « C'est elle! C'est elle! C'est elle !» Soudain, elle éclata en sanglots et se mit à courir, hurlant son nom. « C'est elle! C'est Adaez !» Olabisi la poursuivit rapidement et la rattrapa. « Neka, arrête !» Elle la saisit par les épaules et la secoua doucement. « Écoute-moi bien, nous devons être prudentes. Ce problème est grave. Si nous paniquons, nous risquons de tout perdre. » Neka sanglotait encore, mais elle hocha la tête, essayant de reprendre son souffle. « D'accord. Nous allons voir Amara, mais nous ne devons rien dire à Ebuka pour le moment. » Pourquoi ? Parce qu'il a une confiance aveugle en sa sœur Ifeoma. S'il apprend ça, il pourrait tout gâcher. Neka prit une grande inspiration et essuya ses larmes. « D'accord, allons voir Amara. » Elles se mirent en route, prêtes à révéler une vérité qui allait changer à jamais le destin de leur famille. Quand Neka et Olabisi arrivèrent chez Amara et Ebuka, elles furent accueillies chaleureusement. « Ah, tu as pu la retrouver ?» demanda Amara à Olabisi. « Oui, je l'ai retrouvée au marché », répondit Olabisi. « Elle aussi voulait vous voir, alors nous sommes venus ensemble. »« Les jumeaux sont là ?» demanda Neka en regardant autour d'elle. « Non, ils sont à l'école », répondit Amara. Elles échangèrent quelques nouvelles. Puis, après un moment, Olabisi se leva. « C'était un plaisir de vous revoir, mais je dois y aller », annonça-t-elle. Avant de partir, elle se tourna vers Ebuka. « Tu veux boire quelque chose avant que nous ne partions beaux-frères ?»« Oh, un petit soda fera l'affaire », répondit-il avec un sourire fatigué. Amara se leva pour aller acheter la boisson et Olabisi en profita pour demander à Neka de l'accompagner. Sur le chemin, alors qu'elle s'éloignait de la maison, Neka se pencha vers Amara et murmura « En fait, on voulait juste s'écarter d'Ebuka. » Olabisi est venu avec un problème sérieux. Amara fronça les sourcils. « Je m'en doutais. » Elle jeta un regard vers Olabisi. « De quoi s'agit-il ? On va s'installer quelque part et en parler tranquillement, » suggéra Olabisi. Elles entrèrent dans un petit bar et commandèrent des jus de fruits. Une fois assise, Neka prit une profonde inspiration et commença à parler. « Amara, ce que je vais te dire est très grave. » Elle lui raconta tout. Comment Olabisi, lors de son voyage, avait découvert une fille qui ressemblait à Adaez, comment elle avait fini par lui parler et comment la jeune fille lui avait révélé qu'elle était bien Adaez. Amara secoua la tête, l'air incrédule. « Non, c'est impossible. Adaez est morte. Vous ne pouvez pas me dire ça. »« Moi aussi, je ne voulais pas y croire, » intervint Olabisi. « Mais j'ai une preuve. » « Une preuve ?» Amara les regarda, tremblante. Olabisi sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Amara. « Regarde cette photo. » Les mains tremblantes, Amara prit la photo et la fixa longuement. Puis, elle éclata en sanglots. « C'est elle !» Elle porta ses mains à son visage, étouffant un cri. « Chut, calme-toi !» chuchota Neka. « On ne doit pas faire de bruit. Ce problème est très grave. On doit être prudente. » Olabisi hocha la tête. « Tu dois absolument te calmer, Amara. Si nous faisons la moindre erreur, nous risquons de tout perdre. » Après plusieurs minutes, Amara se redressa, les yeux encore pleins de larmes. « Mais comment est-ce possible ?» Neka prit une profonde inspiration. « Ifeoma a vendu Adaez. »« Quoi ?» ?»« Pense à ça, » continua Neka. « Souviens-toi du jour de l'enterrement. C'est ce même jour qu'Ifeoma a pris son vol. »« Oui, » murmura Amara, ses souvenirs revenant en force. Adaez a raconté à Olabisi qu'Ifeoma l'a accompagnée en avion ce jour-là. Alors que nous pensions qu'elle était enterrée, en réalité, elle prenait l'avion avec sa tante. Le souffle d'Amara se coupa. « Non, ça ne peut pas être vrai. »« C'est la vérité !» répondit Olabisi. Amara secoua la tête. « Mais
Que devons-nous faire? Comment pouvons-nous la ramener ici? Olabisi prit la parole. D'abord, lis la lettre. Amara ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Les mots d'Adaez lui transpercèrent le cœur. Elle racontait ses souffrances, son travail forcé, sa douleur d'avoir été abandonnée dans un pays qu'elle ne connaissait pas. « Maman, je croyais que j'allais faire mes études, mais ici, je ne fais que souffrir. Chaque jour, je travaille comme une esclave. Je n'en peux plus. S'il te plaît, trouve un moyen de me faire rentrer. » Amara éclata de nouveau en sanglots. « C'est ma fille, c'est bien son écriture. Elle est vivante et elle souffre. Amara, nous devons nous battre pour la récupérer, » dit fermement Neka. « Oui, mais comment ?» Olabisi réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai encore quelques mois ici, le temps de vendre mes marchandises. Pendant ce temps, vous devez tout faire pour réunir l'argent du billet. » Amara hocha la tête. « D'accord, nous allons tout faire. » Les trois femmes se séparèrent, chacune consciente du poids de ce secret. Le lendemain matin, Amara se leva avec une lourdeur dans le cœur. Les révélations de la veille tournaient en boucle dans son esprit. Ifeoma, sa propre belle-sœur, avait vendu Adaez. Et à cet instant, une pensée l'assaillit avec effroi. Sa deuxième fille, Obiageli, vivait encore avec elle. Elle ne pouvait pas prendre le risque d'attendre. Si Ifeoma avait été capable de livrer Adaez à un réseau de traite, qui disait qu'elle n'en ferait pas autant avec Obiageli? Surtout maintenant que sa fille était sur le point d'achever ses études secondaires. Sans perdre de temps, elle se rendit chez Ifeoma. Cette dernière l'accueillit chaleureusement, sans le moindre soupçon de ce qu'Amara savait. « Amara! Quelle surprise! Entre, assieds-toi !» Amara s'efforça de sourire. « Non, je ne vais pas m'attarder. Je suis venue pour voir Obiageli. Elle me manque tellement. Et comme ce sont les vacances, je voulais qu'elle vienne passer quelque temps à la maison. » Ifeoma arqua un sourcil, visiblement surprise. « Oh, je pensais qu'elle était bien ici. Mais si tu veux qu'elle vienne, il n'y a pas de problème. » Elle appela Obiageli, qui apparut, légèrement hésitante en voyant sa mère. « Maman ?» Amara lui adressa un sourire tendre. « Ma fille, viens avec moi. Tes frères te manquent. Et ton père aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. » Obiageli jeta un regard à Ifeoma, comme pour chercher une approbation. Ifeoma, insouciante, hocha la tête. « Tu peux y aller. De toute façon, ce sont les vacances. » Après un court moment d'hésitation, Obiageli céda. Elle rassembla quelques affaires et suivit sa mère hors de la maison. De retour chez elle, lorsqu'Ebuka vit sa fille, il fut surpris. « Amara, pourquoi tu l'as ramenée ?» Amara posa doucement la main sur l'épaule de sa fille et sourit. « J'avais juste envie qu'on passe du temps ensemble. Elle nous manque. » Ebuka observa un instant Obiageli, puis acquiesça. « C'est vrai. Elle nous manque aussi. » Les jumeaux, eux, se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras, ravis de retrouver leur grande sœur. Amara, soulagée, se retint de pousser un soupir. Obiageli était en sécurité. Quelques mois plus tard, Olabisi avait terminé de vendre ses marchandises et s'apprêtait à repartir. Avant de partir, elle retourna voir Amara. « Alors, vous avez réussi à rassembler l'argent ?» Amara baissa la tête. « Pas encore complètement. Il nous manque encore une partie. » Olabisi prit une grande inspiration. « Je pars mercredi prochain. Vous devez absolument trouver le reste avant. » Amara et Neka décidèrent alors d'aller voir un bailleur pour emprunter l'argent manquant. Le mardi, à la veille du départ de Olabisi, elles lui remirent enfin la somme complète. « Merci, merci infiniment, » murmura Amara. « Ramène ma fille. »« Je ferai tout pour ça, » répondit Olabisi. Le lendemain, Olabisi prit son vol pour Zamboka, le billet en poche, prête à accomplir la mission la plus importante de sa vie. Olabisi arriva à Zamboka avec une mission bien précise, récupérer Adaez et la ramener chez elle. Mais pour que cela fonctionne, elle devait d'abord gagner la confiance de leur patronne. Elle se mit donc à effectuer ses achats progressivement, s'assurant de passer chaque jour dans la boutique où travaillait Adaez.
Avec le temps, son assiduité et son comportement chaleureux lui permirent de se rapprocher de la patronne. Elle achetait régulièrement, plaisantait avec elle et avec les vendeuses et devint une cliente privilégiée. Un jour, alors qu'Olabisi entra dans la boutique, elle remarqua que la patronne était absente. Seule Adaèse et sa collègue étaient présentes. C'était l'opportunité qu'elle attendait. « Tata, tu es venue aujourd'hui aussi ?» demanda Adaèse avec un sourire. « Bien sûr, ma fille. Je ne pouvais pas partir sans vous voir. » Elles échangèrent quelques banalités, puis Olabisi s'approcha d'Adaèse et lui murmura. « J'ai une bonne nouvelle. Tes parents ont envoyé l'argent pour ton billet. » Les yeux d'Adaèse s'illuminèrent. « Vraiment ? » ?»« Oui, mon voyage approche et nous devons nous organiser. » Adaèse sentit son cœur battre plus fort. Elle allait enfin rentrer chez elle. Mais un détail lui revint à l'esprit. Elle se tourna vers sa collègue, son amie qui avait souffert avec elle. « Tata, j'ai une demande à te faire. Dis-moi tout. » « Ma copine aussi vient d'une ville voisine à la nôtre. Elle est dans la même situation que moi. Je ne peux pas la laisser ici. » Olabisi observa la jeune fille, qui baissa timidement la tête. « Tu connais bien l'adresse de ta famille ?» demanda-t-elle. « Oui, bien sûr, » répondit la jeune fille. « Je me souviens de tout. » Olabisi sourit. « Dans ce cas, ne t'inquiète pas. Je vais payer son billet. Une fois chez nous, nous contacterons sa famille et ils me rembourseront. » Adaèse et son amie se regardèrent avec émotion. « Merci, Tata. Que Dieu te bénisse !» Olabisi termina ses achats et quitta la boutique. Mais avant de partir, elle souffla discrètement à Adaèse. « Préparez discrètement vos passeports et soyez prêtes. Nous allons bientôt partir. » Elles acquiescèrent, le cœur battant. Les jours passèrent et Olabisi continua à passer régulièrement à la boutique, renforçant encore plus la confiance de la patronne. Puis arriva le jour du départ. Ce matin-là, elle se rendit à la boutique avec un plan bien ficelé. « Aujourd'hui, je vais tout acheter ici », annonça-t-elle joyeusement. La patronne, ravie, la servit elle-même avec enthousiasme. Au bout d'un moment, Olabisi fit semblant de se rappeler de quelque chose. « Ah, j'ai oublié, aujourd'hui c'est mon anniversaire !» La patronne et les vendeuses sourirent. « Oh, joyeux anniversaire !» s'exclama Adaèse. « Merci !» répondit Olabisi en riant. Elle continua. « Mais j'ai un souci, mon vol est à 13h. Je voulais quand même célébrer un peu avant de partir. » La patronne sembla hésitante. « Oh, c'est dommage. »« Mais j'ai une idée, » dit Olabisi. « Pourquoi ne pas venir fêter avec moi, toi et tes vendeuses ?» La patronne haussa un sourcil. « Ah non, moi je ne peux pas quitter la boutique. Alors prête-moi seulement Adaèse et son amie. Elles sont gentilles avec moi. Je veux juste passer un petit moment avec elles avant de partir. » La patronne resta silencieuse, visiblement indécise. « Bon, d'accord. Mais je vais envoyer mon fils avec elle. » Olabisi sourit intérieurement. « Aucun souci, il est le bienvenu. » Ainsi, le plan était en marche. « Je vais d'abord déposer mes marchandises à l'hôtel, puis je reviendrai les chercher. »« D'accord, mais ne mettez pas trop de temps, » insista la patronne. « Bien sûr !» Adaèse et son amie accompagnèrent Olabisi jusqu'au taxi, transportant avec elles leurs passeports soigneusement dissimulés. Avant de monter, elles les remirent discrètement à Olabisi, qui les glissa dans son sac. « Aujourd'hui, nous partons. Soyez prêtes. » Elles hochèrent la tête, essayant de contenir leur excitation. À l'hôtel, Olabisi fit un détour par l'aéroport pour acheter les 3 billets. Puis, elle revint chercher Adaèse, son amie et le fils de la patronne. « Nous sommes prêtes, Tata, » dit Adaèse en souriant. Elles prirent un taxi jusqu'à l'hôtel où Olabisi était logée. Arrivées là-bas, elles entrèrent dans la chambre. « Asseyez-vous, je vais chercher les boissons. »« Tata, moi je veux du coca, » dit le fils de la patronne. « Et nous, du jus de fruits, » ajoutèrent Adaèse et son ami. « D'accord, je reviens. » Avant d'aller chercher les boissons, Olabisi fit un détour par une mini-pharmacie et acheta un somnifère puissant et à effet rapide. Ensuite, elle passa dans une boutique, acheta les boissons
et mit discrètement le somnifère dans la bouteille de coca. Elle referma soigneusement la boisson avant de retourner dans la chambre et de distribuer les boissons. Ils commencèrent à boire en chantant joyeusement l'anniversaire d'Olabisi. Quelques minutes plus tard, le jeune homme commença à ressentir une lourdeur dans les paupières. « Tata, je suis fatigué. Je peux m'allonger un peu ?»« Bien sûr, mon fils. Fais comme chez toi. » Il s'allongea et, en quelques instants, sombra dans un profond sommeil. Adaez et son ami échangèrent un regard surpris. « Tata, qu'est-ce qui se passe ?» Olabisi sourit. « J'ai mis un somnifère dans son coca. Maintenant, nous devons partir. » Les deux jeunes filles étaient stupéfaites. « Tu avais déjà prévu ça ?»« Bien sûr. La patronne ne nous aurait jamais laissé partir si facilement. » Adaez et son ami échangèrent un regard complice et sourirent. « Tata, tu es vraiment intelligente. » Olabisi prit une grande inspiration. « Ce n'est pas fini. Aidez-moi à transporter mes affaires et mes marchandises. Nous devons partir immédiatement. » Elles prirent les sacs d'Olabisi et ouvrirent la porte sans faire de bruit, laissant la clé sur la porte. Elles descendirent rapidement les escaliers de l'hôtel sans éveiller le moindre soupçon, prirent un taxi et se dirigèrent immédiatement vers l'aéroport. Personne ne se doutait qu'Olabisi était en train de s'enfuir avec les deux filles. À l'aéroport, elles finalisèrent les formalités d'embarquement et peu après, elles prirent leur vol. Elles étaient enfin libres. L'avion atterrit à l'aéroport international de Mbakassa sous un soleil éclatant. Olabisi, Adaez et Chioma descendirent de l'appareil, le cœur battant. Une nouvelle vie les attendait, mais surtout, un lourd secret s'apprêtait à être révélé. Sur le parvis de l'aéroport, une silhouette familière attendait avec impatience. Neka, debout parmi la foule, cherchait des yeux la jeune fille qu'elle croyait disparue à jamais. Lorsque son regard croisa enfin celui d'Adaez, son cœur manqua un battement. « Adaez !» Sans hésiter, elle se précipita vers elle et la serra dans ses bras avec une émotion indescriptible. Les larmes ruisselèrent sur son visage, tandis qu'Adaez, ému, lui rendait son étreinte. « Tata Neka, je suis de retour. » Olabisi observa la scène en silence, satisfaite d'avoir accompli sa mission. Après quelques minutes, Neka se redressa et s'adressa à Olabisi. « Écoute, il faut qu'on aille directement à la police. Cette histoire est trop grave. On doit tout déclarer officiellement avant d'informer le reste de la famille. » Olabisi hocha la tête. « Je suis d'accord. Les filles doivent témoigner immédiatement. » Elles montèrent dans un taxi et prirent la direction du commissariat central. Arrivées au poste de police, elles furent accueillies par un officier de service qui les conduisit dans un bureau. « Alors, madame, que puis-je faire pour vous ?» Olabisi prit la parole. « Nous avons une affaire très sérieuse à signaler. Cette jeune fille ici présente, Adaez, a été vendue dans un réseau de traite d'êtres humains. Pourtant, cette même fille était déclarée morte et avait été enterrée le jour même où elle affirme avoir pris l'avion avec sa tante. » L'agent fronça les sourcils. « Madame, êtes-vous certaine de ce que vous avancez ? » « Absolument. Voici les victimes. Elles vont vous expliquer elles-mêmes. » Les policiers demandèrent aux jeunes filles de témoigner. D'une voix posée, Adaez expliqua. « Ma tante Ifeoma m'a emmenée à Zamboka sous prétexte que j'allais poursuivre mes études là-bas. Mais à mon arrivée, elle m'a laissée dans une maison où plusieurs jeunes filles et garçons étaient détenus. Elle raconta ensuite comment une femme d'affaires l'avait achetée pour travailler dans sa boutique. Puis vint le tour de Chioma, qui raconta son calvaire. « Moi, c'est mon oncle qui m'a vendue. Il était une figure importante dans ma famille. Il aidait beaucoup mes parents financièrement, alors il lui faisait confiance. Mais un jour, il m'a dit qu'il voulait m'envoyer étudier aussi. J'étais heureuse. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, il m'a laissée dans cette même maison. Les policiers, choqués, prirent des notes détaillées. « C'est incroyable », murmura l'un d'eux. « Nous entendons souvent parler de ce genre d'affaires, mais là, c'est du concret. » L'agent principal se tourna vers Neka. Qui dans la famille était déjà au courant de cette histoire ? Sa mère, Amara.
c'est elle qui a envoyé l'argent pour le billet de retour. Très bien. Nous devons l'entendre immédiatement. Neka partit chercher Amara et la ramena au commissariat. Dès qu'Amara franchit le seuil du bureau et vit sa fille debout devant elle, son cœur manqua un battement. Elle était plus grande, son visage plus mature, mais il n'y avait aucun doute. « Adaez, ma fille !» Les larmes inondèrent ses joues alors qu'elle se précipita vers Adaez pour la serrer contre elle. « Maman !» murmura Adaez, émue. Les policiers durent les interrompre. « Madame, nous comprenons votre émotion, mais nous devons clarifier les faits. » Amara s'essuya les yeux et hocha la tête. « Oui, je vous écoute. » Un officier la fixa intensément. « Madame, pouvez-vous certifier que cette jeune fille est bien votre fille ? » « Oui, c'est ma fille. Je ne peux pas me tromper. »« Vous êtes sûre et certaine ? » ?»« Oui, c'est elle. » Le policier marqua une pause avant de poser la question cruciale. « Mais madame, votre fille était censée être morte, n'est-ce pas ?» Le silence tomba. Amara sentit une sueur froide couler dans son dos. « Oui, elle était morte. »« Vous l'aviez vue morte de vos propres yeux ?»« Oui, je l'ai vue. Nous avons enterré son corps. » Les policiers échangèrent des regards troublés. « Donc vous nous dites que cette jeune fille que nous avons ici est la même personne que celle qui a été enterrée ? » « Oui, c'est bien elle. » Les policiers, perplexes, secouèrent la tête. Cette histoire est vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu voir. L'agent en chef soupira. « Nous devons maintenant informer son père. » Neka accompagna la police jusqu'à la maison d'Ebuka. Lorsqu'ils arrivèrent, Ebuka était assis à l'extérieur de la petite maison que Chijioke lui avait prêtée. Les agents ne lui expliquèrent rien. « Monsieur Ebuka, veuillez nous suivre immédiatement au poste de police. » Surpris, Ebuka ne comprenait pas. « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Nous vous expliquerons tout sur place. » Ils l'installèrent dans la cour du commissariat, sur une chaise, face au bureau, sans lui donner la moindre explication. Après avoir ramené Ebuka au poste, Neka guida la police jusqu'à la maison d'Ifeoma. Lorsqu'ils entrèrent dans la cour, un des policiers cria « Où est Ifeoma ?»« À l'intérieur » répondit une voisine. Les policiers pénétrèrent directement dans la maison. En voyant les uniformes, Ifeoma sursauta. « Mais pourquoi entrez-vous chez moi comme ça ? Vous êtes fou ?» Les policiers n'attendirent pas son autorisation et la maîtrisèrent immédiatement. « Lâchez-moi ! Pourquoi vous me faites ça ?» hurla-t-elle. Les coups tombèrent. « Tais-toi et monte dans le véhicule !» Ifeoma, décoiffée, en sang, le pagne déchiré, fut traîné jusqu'à la voiture. Arrivée au commissariat, Ebuka vit sa sœur dans un état pitoyable et explosa de colère. « Pourquoi vous la traitez comme ça ? Vous êtes fou ? Vous ne savez pas ce qu'elle représente pour moi. » Un policier s'approcha lentement de lui. « Monsieur, calmez-vous. Quand vous voyez quelque chose qui vous dépasse, cherchez à comprendre avant de parler impoliment. » « Comprendre quoi ? Pourquoi la frapper ainsi ?» Le policier croisa les bras. « Répondez-moi, où est votre fille aînée ? Elle est morte il y a longtemps. Mais quel rapport avec ma sœur ? Justement, elle n'est pas morte. » Ebuka recula, les yeux écarquillés. « Quoi ? Oui, la sœur que vous défendez là l'a vendue à Zamboka. C'est absurde. Nous avons enterré son corps. Oui, vous avez enterré quelque chose, mais pas votre fille. Elle l'a emmenée avec elle et l'a vendue. » Ebuka était au bord de l'effondrement. « Vous dites que... Adaez est en vie ? » ?»« Oui, elle est ici, au commissariat, avec votre femme. » Les jambes tremblantes, il baissa la tête, incapable de parler. « Monsieur Ebuka, suivez-nous. Il est temps que vous voyiez votre fille. » À Zamboka, la patronne d'Adaez s'impatientait. Plus d'1h30 s'était écoulée, et ni les filles ni son fils n'étaient revenus. Une inquiétude sourde s'installa en elle. Quelque chose n'allait pas. Décidée à comprendre ce qui se passait, elle se rendit à l'hôtel où logeait Olabisi. En arrivant à la réception, elle interpella l'employé à l'accueil. « Excusez-moi, madame, je cherche mes 2 vendeuses, Adaez et Chioma, ainsi que mon fils.
Ils sont venus ici avec une femme nommée Olabisi. Sont-ils toujours ici? La réceptionniste, visiblement confuse, haussa un sourcil. Ah, les 3 femmes sont sorties il y a un moment. La patronne serra les dents. 3 femmes? Vous êtes sûre? Mon fils était avec elles. La réceptionniste secoua la tête. Non, elles étaient seulement 3. Une dame et les 2 jeunes filles. Un frisson parcourut l'échine de la patronne. Elle inspira profondément et tenta de garder son calme. Peut-être y avait-il un simple malentendu. Peut-être que les filles étaient retournées directement à la boutique. Elle remercia la réceptionniste et repartit aussitôt au marché. Mais une fois sur place, son angoisse s'intensifia. Adaez et Chioma n'étaient toujours pas revenus. Son fils non plus. L'attente devint insupportable. Elle patienta encore 2 heures, observant chaque passant, scrutant chaque recoin du marché, espérant voir apparaître son fils et les 2 filles. Rien. Son cœur s'accéléra. Elle retourna en hâte à l'hôtel. « Elles ne sont toujours pas revenues ?» demanda-t-elle d'un ton fébrile à la réceptionniste. « Non, madame. Est-ce qu'il y a un problème ?»« Oui, mes filles l'avaient accompagné ici avec mon fils, et ils ne sont jamais revenus. » La réceptionniste fronça les sourcils, intriguée. « Vous dites que votre fils était avec elle ?»« Évidemment. Attendez, mais je vous assure que je n'ai vu aucun garçon avec elle. » Le visage de la patronne se crispa. « Vous êtes sûre ? » ?»« Oui, madame. Elles sont sorties à 3, sans personne d'autre. » Un silence pesant s'installa. La patronne sentit son sang se glacer. « Venez avec moi, » dit la réceptionniste. « Peut-être qu'ils sont déjà revenus et que nous avons manqué leur retour. » Elles montèrent rapidement à l'étage et poussèrent la porte de la chambre d'Olabisi. Là, elles découvrirent une scène qui confirma les pires craintes de la patronne. Le jeune homme était allongé sur le lit, totalement inerte. « Qu'est-ce que… » s'écria-t-elle en se précipitant vers son fils. Elle le secoua violemment. « Réveille-toi, imbécile! Où sont les filles ?» Le garçon ouvrit difficilement les yeux, encore engourdis par les somnifères. « Elles sont dehors !» murmura-t-il d'une voix pâteuse. « Dehors? Où ?» Il tenta de se redresser, mais son corps était lourd. Sa tête tournait. La réceptionniste observa la scène et déclara d'un ton grave. « Il a été drogué. » La patronne serra les poings. Tout était clair à présent. Elle s'était fait berner. La rage au ventre, elle saisit son téléphone et composa un numéro. « Allô ? Ici, c'est moi. J'ai un problème. Une femme est partie avec les filles que j'avais achetées chez vous. » Une voix calme, mais tranchante, répondit de l'autre côté. « Elle est partie avec elle ? » « Oui. »« D'accord. Ne t'inquiète pas. On va gérer ça. » Elle raccrocha, le visage crispé. À Mbakassa, au poste de police, après avoir échangé avec Ebuka, les policiers décidèrent qu'il était temps de confronter père et fille. Ils firent entrer Ebuka dans le bureau où se trouvaient Amara, Adaez et Chioma. Dès que ses yeux croisèrent ceux de sa fille, Ebuka perdit tout contrôle. « Adaez ? C'est toi ?» Les larmes lui montèrent immédiatement aux yeux. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'avançait lentement vers elle. « Ma fille, tu es vivante ?» Il la prit dans ses bras, éclatant en sanglots. Amara aussi pleurait silencieusement. « Mon enfant, pardonne-moi. » L'émotion était à son comble. Mais dehors, la tension montait. Les rumeurs avaient enflé dans tout Mbakassa. Une fille revenue d'entre les morts était au commissariat. Une foule immense s'amassa devant le bâtiment, réclamant de voir ces filles de leurs propres yeux. Les cris, les bousculades, tout cela créa un tumulte que même les policiers avaient du mal à gérer. À l'intérieur, Adaez et Chioma comprirent enfin l'ampleur de la situation. « Maman, qu'est-ce qu'ils disent ?» murmura Adaez, troublée. Amara détourna les yeux. « Ma fille, pour nous, tu étais morte. » Adaez et Chioma échangèrent un regard. Elles étaient sous le choc. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. « Adaez ?» appela Ebuka. Elle tourna lentement la tête vers lui, mais elle n'arrivait plus à parler. Les policiers insistèrent. « Mademoiselle, expliquez à votre père ce que vous nous avez dit. »
Adaez ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle se mit à trembler, ses yeux fixés dans le vide. Chioma non plus ne bougea. Son regard était absent, ses lèvres scellées. « Qu'est-ce qui leur arrive ?» s'inquiéta Amara. Les policiers échangèrent des regards troublés, et c'est alors qu'un cri résonna dans le commissariat. « Ah ah !» C'était Ifeoma. Elle s'était mise à rire et à parler toute seule, secouant la tête comme une possédée. Ses yeux roulèrent dans ses orbites, son corps fut pris de spasmes. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» cria Ebuka, paniqué. Un des policiers secoua la tête, le regard sombre. Ils ont fait quelque chose. Qui ? Ceux à qui elle les a vendus. Ils avaient scellé leur secret. Adaez et Chioma étaient devenus des ombres d'elles-mêmes, figées dans un silence éternel. Et Ifeoma, la folie l'avait dévorée. Olabisi essayait en vain de faire parler Chioma. La jeune fille la regardait fixement, son regard vide, perdu dans un abîme insondable. « Chioma, s'il te plaît, essaie de me dire où vivent tes parents. Donne-moi leur adresse. » Mais rien. Aucune réaction. Olabisi soupira, tentant de garder son calme. Elle avait besoin de cette adresse, non seulement pour restituer Chioma à sa famille, mais aussi pour récupérer le billet qu'elle avait payé pour elle. Mais à présent, cela semblait impossible. « Que peut-on faire ?» demanda un officier de police, visiblement préoccupé. Personne ne savait où se trouvait la famille de Chioma. Aucun contact, aucun indice. Il était impensable de la laisser seule, mais sans moyen de retrouver ses proches, elle devenait une énigme dont personne ne pouvait résoudre l'équation. Finalement, après de longues discussions, la police décida de confier Chioma à une famille d'accueil. « Nous allons veiller sur elle », déclara l'un des responsables du centre d'accueil. Ainsi, la jeune fille fut placée dans une nouvelle maison où des inconnus allaient désormais prendre soin d'elle. Quant à Ifeoma, son état s'aggrava rapidement. La folie la consumait peu à peu. Elle murmurait des mots incompréhensibles, éclatait de rire sans raison et fixait des ombres invisibles. La police la conduisit dans un centre spécialisé pour les malades mentaux, espérant qu'elle puisse y recevoir des soins adaptés. Mais sa folie était si extrême qu'au bout de quelques semaines, même les médecins abandonnèrent. « Nous ne pouvons rien pour elle », annonça le directeur du centre. Elle fut rejetée du centre et livrée à elle-même. Dès lors, Ifeoma erra dans les rues comme une âme en peine, un spectre hantant les ruelles de Mbakassa. Les habitants la voyaient parfois marcher sans but, vêtue de haillons, marmonnant des phrases insensées. Elle, qui autrefois inspirait le respect et la crainte, n'était plus qu'une ombre perdue dans la folie. Amara avait ramené Adaez à la maison. Elle est là, mais elle n'est plus vraiment là. Adaez ne parlait plus. Elle ne bougeait presque pas. Son regard restait vide, fixé sur un point invisible. Elle ne pouvait ni travailler, ni communiquer. Elle ne faisait que manger quand on la nourrissait. Parfois, elle ne se levait même pas. Elle restait assise, inerte, et faisait ses besoins dans ses vêtements. C'était à sa famille de s'occuper d'elle, de la laver, de la nourrir, de la coucher. Amara passait ses journées à l'observer, cherchant un signe, un espoir, un miracle. Mais Adaez restait figée dans son silence. Les années passèrent. Obiageli, la petite sœur d'Adaez, avait grandi. Elle avait terminé ses études avec brio et obtenu son baccalauréat. Là où sa sœur avait échoué à cause de la trahison d'Ifeoma, Obiageli allait réussir. Elle poursuivit ses études et finit par décrocher un emploi stable. Grâce à elle, la famille connut enfin une vie respectable. Lorsque la police eut terminé son enquête, une décision fut prise. Tous les biens d'Ifeoma devaient revenir à la famille d'Amara et Ebuka. Mais cette idée ne leur plaisait pas. « Nous ne pouvons pas vivre dans cette maison », déclara Ebuka avec fermeté. « Jamais !» renchérit Amara. Cette demeure était un lieu souillé par des pratiques obscures. Il était hors de question qu'ils y vivent, craignant qu'elle soit hantée par les ténèbres de son ancienne propriétaire. Ils demandèrent donc à la police de mettre en vente la parcelle et tous les biens d'Ifeoma. Un huissier fut chargé de la transaction, et une fois la vente conclue, l'argent leur fut remis. Avec cette somme,
ils purent soutenir les études des jumeaux et permettre à Obiageli de poursuivre son parcours académique dans les meilleures conditions. Ils achetèrent également une nouvelle parcelle et commencèrent à y construire leur propre maison, loin des ombres du passé. La famille d'Amara et Ebuka avait retrouvé une stabilité. Mais malgré cette prospérité retrouvée, une ombre planait toujours sur eux. Une jeune fille, assise dans un coin de la maison, silencieuse, figée dans le temps. Une fille et sœur qu'ils avaient perdue une première fois et qui, malgré son retour, leur semblait à jamais absente. Les leçons à retenir de cette histoire. Personne ne peut élever un enfant avec le même amour, la même patience et la même protection que ses propres parents. Ebuka et Amara, accablés par la pauvreté, ont cru bien faire en confiant Adaeze à Ifeoma. Elle semblait être une chance, une porte vers un avenir meilleur. Après tout, c'était sa tante, une femme de succès, une proche de confiance. Pourtant, cette confiance a été trahie. Ifeoma n'avait jamais eu d'enfant et elle n'a pas ressenti pour Adaeze cet instinct naturel de protection. Elle l'a abandonné à un destin cruel où elle a été exploitée et privée de liberté pour son propre profit. Si Ebuka et Amara avaient su que derrière le sourire de leur sœur se cachait une ambition froide, jamais ils ne lui auraient confié leur fille. Mais comment pouvaient-ils le deviner? C'est là que réside la plus grande erreur. On ne connaît jamais réellement le cœur des autres, même lorsqu'ils font partie de notre propre sang. Si la situation devient trop difficile, il est possible de demander de l'aide, mais sans jamais se décharger totalement de son rôle. Car celui qui nourrit ne garantit pas toujours l'affection. Et celui qui protège matériellement ne protège pas toujours moralement. La vraie leçon de cette histoire est claire. Peu importe la pauvreté, peu importe les épreuves, un parent doit assumer la responsabilité de l'avenir de son enfant. Car seul un père ou une mère peut véritablement bâtir un futur avec amour, protection et engagement sans jamais compromettre le bien-être de son enfant.